Maria Lugones, La colonialité du genre. Je m'intéresse à l'intersection de race, classe, genre et sexualité afin de comprendre la préoccupante indifférence que les hommes, et surtout ce qui est plus important encore pour nos luttes, les hommes ayant été racisés comme inférieurs, manifestent à l'égard des violences systématiques infligées aux femmes de couleur. Je veux comprendre la construction de cette indifférence de manière à la rendre inéluctablement reconnaissable par ceux qui prétendent être impliqués dans des luttes de libération. Cette indifférence est insidieuse, car elle place de considérables obstacles sur la voie des luttes des femmes de couleur pour notre propre liberté, notre intégrité et notre bien-être, ainsi que sur la voie des luttes pour l'intégrité communale qui lui sont liées. Ces limites sont décisives pour les luttes communales en vue de la libération, car la lutte des femmes de couleur constitue la colonne vertébrale des luttes communales. Cette indifférence se retrouve aussi bien au niveau de la vie quotidienne qu'à celui de la théorisation, de l'oppression comme de la libération. L'indifférence, me semble-t-il, ne relève pas uniquement de la non-perception de la violence en raison d'une compréhension qui sépare les catégories de race, de genre, de classe sociale et de sexualité. C'est-à-dire, il ne me semble pas s'agir seulement d'un problème d'aveuglement épistémologique lié à la séparation catégorielle. Les féministes de couleur ont bien montré ce qui apparaît en termes de domination et d'exploitation violente, dès lors que l'on centre la perspective épistémologique sur l'intersection de ces catégories. Mais il semble que cela n'ait pas suffi à susciter chez les hommes qui ont été eux-mêmes victimes de domination et d'exploitation violente la moindre reconnaissance de leur complicité ou collaboration avec la domination violente des femmes de couleur. En particulier, la théorisation de la domination globale se poursuit comme s'il n'y avait aucune nécessité de reconnaître et de résister à ce genre de trahison ou de collaboration. Dans le cadre du présent projet, je poursuis cette recherche en regroupant deux cadres d'analyse que je n'ai pas suffisamment vu explorer conjointement. D'une part, l'important travail qui a été mené sur le genre, la race et la colonisation, non pas exclusivement, mais de manière significative, par les féministes du tiers-monde et de couleur, notamment des théoriciennes critiques de la race. Ce travail a mis l'accent sur le concept d'intersectionnalité et révélé l'exclusion historique et théorico-pratique des femmes non blanches des luttes de libération menées au nom des femmes. L'autre cadre conceptuel est celui qu'Annibal Quijano a introduit et qui se situe au cœur de son travail, celui de la colonialité du pouvoir. Le rapprochement de ces deux courants d'analyse me permet d'arriver à ce que j'appelle provisoirement le système de genre moderne colonial. Je pense qu'en termes généraux, cette interprétation du genre est un présupposé de ces deux cadres théoriques, mais elle n'est pas explicitement formulée, ou n'est pas exprimée dans la direction que j'estime nécessaire pour dévoiler la portée et les conséquences de la complicité avec ce système de genre. Je pense que mettre des mots sur et analyser ce système de genre moderne colonial, à la fois dans ses grandes lignes et dans toute sa concrétude détaillée et incarnée, nous permettra de voir ce qui nous a été imposé. Cela nous permettra également de voir le caractère foncièrement destructeur de ce système, tant par sa durée que par sa profondeur. L'intention de ce texte est de rendre visible le caractère instrumental du système de genre moderne colonial dans notre assujettissement, aussi bien pour les femmes que pour les hommes de couleur, dans tous les domaines de l'existence. Mais ce projet a également pour objectif de rendre visible l'importance de la rupture des liens de solidarité pratique. Mon intention est de fournir une manière de comprendre, de lire, de percevoir notre allégeance à ce système de genre. Nous devons nous mettre en situation de nous appeler mutuellement à le rejeter, en même temps que nous transformons les rapports communaux. Dans ce premier article, je présente le modèle d'Annibal Quijano que je vais rendre plus complexe, mais qui nous donne, dans sa logique des axes structurels, une bonne base à partir de laquelle comprendre de l'intérieur les processus
qui permettent d'entrelacer la production de la race et celle du genre. La colonialité du pouvoir. Hannibal Quijano conçoit l'intersection de la race et du genre dans des termes structurels généraux. Ainsi, pour comprendre cette intersection selon ces termes, il faut comprendre son schéma du pouvoir capitaliste global, eurocentré. La race et le genre trouvent tous deux leur signification dans ce modèle schéma. Selon Quijano, tout pouvoir est structuré par des relations de domination, d'exploitation et de conflit entre des acteurs sociaux qui se disputent le contrôle de 4 domaines fondamentaux de l'existence humaine: le sexe, le travail, l'autorité collective et la subjectivité-intersubjectivité, leurs ressources et leurs produits. La caractéristique du pouvoir capitaliste global, eurocentré, est de s'organiser autour de 2 axes que Quijano appelle la colonialité du pouvoir et la modernité. Ces axes ordonnent les conflits pour le contrôle de chaque domaine de l'existence, de sorte que la signification et les formes de domination dans chaque domaine sont complètement imprégnées par la colonialité du pouvoir et par la modernité. Ainsi, pour Quijano, les conflits-luttes portant sur le contrôle de l'accès sexuel, ses ressources et ses produits définissent le domaine du sexe-genre, et les conflits, à leur tour, peuvent se comprendre comme étant organisés autour des axes de la colonialité et de la modernité. Ceci constitue une conception trop étroite des constructions modernes coloniales oppressives du genre et de leur portée. Le prisme de Quijano présuppose également des interprétations patriarcales et hétérosexuelles des conflits autour du contrôle du sexe, de ses ressources et de ses produits. Quijano accepte l'interprétation globale, capitaliste et eurocentrée, de ce qui est censé relever du genre. Ces éléments du cadre théorique servent à masquer les manières dont les femmes colonisées, non blanches, ont été assujetties et privées de leur pouvoir. On peut établir le caractère hétérosexuel et patriarcal oppressif de ces arrangements en dévoilant les présupposés du cadre conceptuel. En effet, il n'est pas nécessaire que les relations sociales soient organisées en termes de genre, pas même les relations sociales qui sont considérées comme sexuelles. Et l'organisation sociale en termes de genre elle-même n'a pas de raison d'être nécessairement hétérosexuelle ou patriarcale. En fait, il n'y a aucune raison à tout cela, et on peut s'en rendre compte si l'on se place d'un point de vue historique. Comprendre les caractéristiques historiques de l'organisation du genre dans le système de genre moderne colonial, le dimorphisme biologique, l'organisation patriarcale et hétérosexuelle des relations, est essentiel pour comprendre les arrangements différentiels du genre selon les lignes de race. Le dimorphisme biologique et le patriarcat hétérosexuel sont caractéristiques de ce que j'appelle le côté clair de l'organisation du genre moderne coloniale. Le dimorphisme biologique, la dichotomie homme-femme, l'hétérosexualisme et le patriarcat sont inscrits en majuscules et de façon hégémonique dans la signification même du genre. Quijano semble pas être conscient de son acceptation d'une telle conception hégémonique du genre. Or, si j'affirme cela de l'approche de Quijano, c'est pour mieux élargir et rendre plus complexe la conception de la colonialité du pouvoir, que j'estime être au cœur de ce que j'appelle le système de genre moderne colonial. La colonialité du pouvoir introduit la classification sociale universelle fondamentale de la population de la planète selon l'idée de race. L'invention de la race est un tournant majeur qui repositionne les relations de supériorité et d'infériorité établies par la domination. Elle reconceptualise l'humanité et les rapports humains au travers d'une fiction formulée en termes biologiques. Quijano, c'est important, apporte une théorie historique de la classification sociale visant à remplacer ce qu'il nomme les théories eurocentriques des classes sociales. Ce déplacement crée l'espace pour conceptualiser la colonialité du pouvoir. Il crée un espace conceptuel pour placer au centre de la compréhension du capitalisme global
la classification de la population mondiale en termes de race. Il crée également l'espace conceptuel pour comprendre les conflits historiques portant sur le contrôle du travail, du sexe, de l'autorité collective et de l'intersubjectivité, tels qu'ils se développent au cours d'un processus de longue durée, plutôt que de comprendre chacun de ces éléments comme préexistant au rapport de pouvoir. Les éléments qui constituent le modèle de pouvoir capitaliste global, eurocentré, ne sont pas séparés les uns des autres, et aucun d'entre eux n'est antérieur au processus qui en constitue les modèles. De fait, la présentation mythique de ces éléments comme métaphysiquement antérieurs est un aspect important du modèle cognitif du capitalisme global, eurocentré. En constituant cette classification sociale, la colonialité imprègne tous les aspects de l'existence sociale et suscite l'émergence de nouvelles identités sociales et culturelles. Amérique et Europe font partie des nouvelles identités géoculturelles. Européens, Indiens, Africains font partie des identités raciales. Cette classification constitue la plus profonde et durable expression de la domination coloniale. Avec l'expansion du colonialisme européen, la classification fut imposée à la population de la planète. Depuis lors, elle a imprégné tous les domaines de l'existence sociale et constitue la forme la plus efficace de domination matérielle et intersubjective. Ainsi, la colonialité ne se réfère pas simplement à la classification raciale. Elle constitue un phénomène englobant, puisqu'il s'agit d'un des axes du système de pouvoir et qu'en tant que tel, elle imprègne tout contrôle de l'accès à la sexualité, à l'autorité collective, au travail, à la subjectivité-intersubjectivité et à la production de connaissances depuis l'intérieur de ces relations intersubjectives. Ou, pour l'exprimer autrement, tout contrôle sur le sexe, la subjectivité, l'autorité et le travail s'articule autour de cet axe. Tel que je comprends la logique de l'axe structurel selon l'usage qu'en fait Quijano, l'élément qui sert d'axe devient constitutif de et se trouve constitué par toutes les formes que les rapports de pouvoir prennent en ce qui concerne le contrôle de ce domaine particulier de l'existence humaine. Enfin, Quijano révèle également que bien que la colonialité soit liée au colonialisme, les deux se distinguent par le fait que le colonialisme n'implique pas nécessairement des rapports de pouvoir racistes. La naissance de la colonialité et son extension profonde et prolongée partout sur la planète sont étroitement liées au colonialisme. Dans le modèle du pouvoir capitaliste global, eurocentré de Quijano, le capitalisme se réfère à l'articulation de toutes les formes historiques connues du contrôle du travail ou de l'exploitation, esclavage, servage, petite production marchande indépendante, travail salarié et troc sous l'hégémonie de la relation capital-travail salarié. En ce sens, la structure des conflits portant sur le contrôle du travail est discontinue. Toutes les relations de travail dans le cadre du capitalisme global, eurocentré, ne relèvent pas du modèle du rapport capital-salaire, bien qu'il s'agisse du modèle hégémonique. Il est important, pour commencer à percevoir la portée de la colonialité du pouvoir, de noter que le travail salarié a été réservé presque exclusivement aux Européens blancs. La division du travail est aussi totalement racialisée qu'elle est géographiquement différenciée. Nous voyons ici apparaître la colonialité du travail comme un entrecroisement total du travail et de la race. Pour Quijano, la modernité, l'autre axe du capitalisme global eurocentré, se comprend comme la fusion des expériences du colonialisme et de la colonialité avec les nécessités du capitalisme, créant ainsi un univers spécifique de relations intersubjectives, de domination sous une hégémonie eurocentrée. Pour caractériser la modernité, Quijano se concentre sur la production d'une façon d'accéder au savoir, qualifiée de rationnelle, émergeant de l'intérieur de cet univers subjectif depuis le XVIIe siècle dans les principaux centres hégémoniques de ce système mondial de pouvoir, Hollande et Angleterre. Cette façon d'accéder au savoir est eurocentrée. Par eurocentrisme, Quijano entend la perspective cognitive non seulement des Européens, mais du monde eurocentré,
de ceux qui ont été éduqués sous l'hégémonie du capitalisme mondial. L'eurocentrisme naturalise l'expérience des gens au sein de ce modèle de pouvoir. Les nécessités cognitives du capitalisme, la naturalisation des identités et des rapports de colonialité, ainsi que la répartition géoculturelle du pouvoir capitaliste mondial, ont guidé la production de cette manière de connaître. Les nécessités cognitives du capitalisme incluent la mesure, la quantification, l'externalisation ou l'objectivation-réification de ce qui est connaissable par rapport au sujet qui connaît, afin de contrôler les rapports entre les personnes et la nature, et entre les personnes elles-mêmes par rapport à la nature, en particulier par rapport à la propriété des moyens de production. Cette façon d'accéder à la connaissance a été imposée à l'ensemble du monde capitaliste comme la seule rationalité valable et comme emblématique de la modernité. L'Europe, centre capitaliste mondial ayant colonisé le reste du monde, a été considérée, de façon mythologique, comme préexistante à ce modèle de pouvoir capitaliste mondial, et donc comme l'étape la plus avancée sur la voie linéaire, à sens unique et continu de l'espèce. Une conception de l'humanité s'est consolidée, suivant laquelle la population mondiale était différenciée en deux groupes, supérieurs et inférieurs, rationnels et irrationnels, primitifs et civilisés, traditionnels et modernes. Primitif faisait référence à une époque antérieure dans l'histoire des espèces en termes de logique temporelle évolutive. L'Europe en arriva à être conçue de façon mythique, comme ayant préexisté au capitalisme colonial global et comme ayant atteint un niveau très avancé sur une voie linéaire, continue et à sens unique. Ainsi, à partir de ce point de départ mythique, d'autres habitants humains de la planète ont été mythiquement conçus, non pas comme dominés à travers une conquête, ni comme inférieurs en termes de richesse ou de pouvoir politique, mais comme constituant un stade antérieur de l'histoire de l'espèce, sur cette voie à sens unique. Tel est le sens de la qualification comme primitif. Nous pouvons alors voir la cohérence structurelle des éléments constituant le capitalisme global, eurocentré, dans le modèle schéma de Kérano. La modernité et la colonialité permettent une compréhension complexe de l'organisation du travail. Elles nous permettent de voir le lien étroit qui existe entre la racialisation généralisée de la division du travail et la production de connaissances. Le modèle permet l'hétérogénéité et la discontinuité. Kérano soutient que cette structure n'est pas une totalité fermée. Nous sommes à présent en mesure d'aborder la question de l'intersectionnalité de la race et du genre dans les termes de Kérano. Je pense que la logique des axes structurels fait à la fois plus et moins que l'intersectionnalité. L'intersectionnalité révèle ce que l'on ne voit pas, lorsque les catégories telles que le genre et la race sont conceptualisées comme étant séparées l'une de l'autre. Le mouvement vers l'intersection des catégories a été motivé par les difficultés rencontrées pour rendre visibles celles qui sont dominées et victimisées dans les termes des deux catégories. Bien que tout le monde, dans la modernité capitaliste eurocentrée, soit classé à la fois selon la race et le genre, tout le monde n'est pas dominé, ni victimisé en fonction de ces catégories. Crenshaw et d'autres féminismes issus de femmes de couleur ont soutenu que les catégories ont été comprises comme homogènes et ont pris pour norme la dominante du groupe, de sorte que femme désigne les femmes bourgeoises blanches, homme désigne les hommes bourgeois blancs, noir désigne les hommes hétérosexuels noirs, et ainsi de suite. Il devient alors clair sur le plan logique que la logique de la séparation catégorielle crée une distorsion dans la perception de ce qui existe à l'intersection, comme par exemple la violence à l'égard des femmes de couleur. Du fait de cette construction des catégories, l'intersection ne rend pas bien compte des femmes de couleur. À l'intersection entre femmes et noirs, il y a une absence là où devrait être la femme noire, précisément parce que ni femme ni noir ne l'inclut. L'intersection nous montre un vide. Une fois que l'intersectionnalité nous a indiqué ce qui manquait, nous nous trouvons devant la tâche de reconceptualiser la logique de l'intersection
de façon à éviter la séparabilité des catégories données et la pensée catégorielle. Ce n'est que lorsque l'on perçoit le genre et la race comme imbriqués ou fondus que l'on peut réellement voir les femmes de couleur. Ce n'est que lorsque nous percevons le genre et la race comme tramés ensemble ou fusionnés indissolublement que nous voyons réellement les femmes de couleur. La logique des axes structurels montre le genre comme constitué par et constituant la colonialité du pouvoir. En ce sens, il n'y a pas de séparabilité possible du genre-race dans le modèle de Kyrano. Je pense que sa logique est juste, mais l'axe de la colonialité ne suffit pas pour discerner tous les aspects du genre. Les aspects du genre qui sont montrés dépendent de la façon dont le genre est conceptualisé, en fait, dans le modèle. Dans le modèle de Kyrano, le genre semble être contenu dans l'organisation de ce domaine de base de l'existence qu'il appelle le sexe, ses ressources et ses produits. C'est-à-dire qu'il existe dans ce cadre théorique une description du genre qui n'est pas elle-même soumise à un examen attentif, qui est trop étroite et surbiologisée, car elle présuppose le dimorphisme sexuel, l'hétérosexualité, la distribution patriarcale du pouvoir, et ainsi de suite. Bien que je n'ai pas trouvé de caractérisation du genre dans ce que j'ai lu de son travail, il me semble que Kyrano sous-entend que la différence de genre est constituée par les conflits portant sur le contrôle du sexe, de ses ressources et de ses produits. Les différences sont façonnées à travers la façon dont ce contrôle est organisé. Le sexe, selon sa compréhension, relève d'attributs biologiques qui ont été élaborés en tant que catégorie sociale. Kyrano présente le sexe comme ayant une qualité biologique, par contraste avec le phénotype, qui n'inclut pas d'attributs biologiques différentiels. La couleur de la peau, la forme des yeux et des cheveux n'ont aucun rapport avec la structure biologique. Le sexe, en revanche, semble être considéré comme biologique pour Kyrano, sans que cela ne pose de problème. Il caractérise la colonialité des relations de genre, c'est-à-dire la mise en ordre des rapports de genre autour de l'axe de la colonialité du pouvoir, comme suit. Premièrement, dans l'ensemble du monde colonial, les normes et les schémas formels idéaux de comportement sexuel des genres, et par conséquent les schémas d'organisation familiale des Européens, furent directement fondés sur la classification raciale. La liberté sexuelle des hommes et la fidélité des femmes étaient, dans l'ensemble du monde eurocentré, les pendants du libre accès, c'est-à-dire non payé, à la différence de la prostitution, des hommes blancs aux femmes noires et aux indiennes en Amérique, aux femmes noires en Afrique et d'autres couleurs dans le reste du monde assujetti. Deuxièmement, en Europe au contraire, c'est la prostitution des femmes qui était le pendant du modèle familial bourgeois. Troisièmement, l'unité et l'intégration familiale, imposées comme les axes du modèle de la famille bourgeoise dans le monde eurocentré, étaient le pendant de la désintégration continue des unités parents-enfants parmi les races non blanches, dont les membres étaient détenus et distribués en tant que possession, non seulement comme marchandises, mais comme animaux. C'était particulièrement le cas chez les esclaves noirs, car cette forme de domination sur eux fut plus explicite, plus immédiate et plus prolongée. Quatrièmement, l'hypocrisie sous-jacente caractéristique des normes et des valeurs formelles idéales de la famille bourgeoise ne sont, dès lors, plus étrangères à la colonialité du pouvoir. Comme nous le voyons dans cette citation complexe et importante, le cadre théorique de Kyrano restreint le genre à l'organisation du sexe, de ses ressources et de ses produits, et il semble présumer ce qui contrôle l'accès et qui devient constitué en tant que ressource. Kyrano paraît tenir pour acquis que les conflits sur le contrôle du sexe sont des conflits entre hommes, autour du contrôle exercé par les hommes sur les ressources, qui sont supposées être des femmes. Les hommes ne semblent pas être compris comme les ressources des relations sexuelles. Les femmes ne sont pas pensées comme se disputant le contrôle de l'accès sexuel. Les différences sont pensées selon les termes dans lesquels la société lie la biologie de la reproduction. Intersexualité.
Dans Definational Dilemmas, Julie Greenberg, 2002, nous dit que les institutions juridiques ont le pouvoir d'assigner des individus à une catégorie raciale ou sexuelle particulière. On présume encore que le sexe est binaire et facile à déterminer par une analyse de facteurs biologiques. Malgré des études anthropologiques et médicales affirmant le contraire, la société présuppose un paradigme sexuel binaire, sans ambiguïté, dans lequel tous les individus peuvent être classés nettement en tant que mâles ou femelles. Elle fait valoir que, tout au long de l'histoire des États-Unis, la loi n'a pas reconnu les personnes intersexuées, en dépit du fait que 1 à 4% de la population mondiale soit intersexuée, c'est-à-dire qu'elle n'entre pas dans les catégories de sexe non équivoques. Ils ont des indicateurs biologiques traditionnellement associés aux mâles et des indicateurs biologiques traditionnellement associés aux femelles. La manière dont la loi définit les termes mâle, femelle et sexe aura un impact profond sur ces personnes. Les assignations révèlent que ce qui est compris comme étant le sexe biologique est socialement construit. À la fin du XIXe siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale, la fonction reproductive était considérée comme la caractéristique essentielle d'une femme. La présence ou l'absence d'ovaires était le critère ultime du sexe. Toutefois, un grand nombre de facteurs peuvent entrer en ligne de compte pour établir le sexe officiel de quelqu'un. Les chromosomes, les gonades, la morphologie externe, la morphologie interne, les schémas hormonaux, le phénotype, le sexe attribué, le sexe auto-identifié. À l'heure actuelle, les chromosomes et les organes génitaux entrent dans le processus d'assignation, mais d'une façon qui révèle que la biologie est largement interprétée et elle-même construite chirurgicalement. Les bébés XY dont le pénis est inadéquat doivent être transformés en filles, car la société est convaincue que l'essence de la virilité réside dans la capacité à pénétrer un vagin et à uriner debout. Les bébés XX avec un pénis adéquat sont assignés au sexe femelle, car la société et de nombreux membres du monde médical croient que la féminité est essentiellement la capacité d'avoir des enfants, plutôt que la capacité d'avoir des relations sexuelles satisfaisantes. Les individus intersexués sont fréquemment rendus mâles ou femelles par voie chirurgicale et hormonale. Ces facteurs sont pris en compte dans les affaires judiciaires impliquant le droit de modifier la désignation du sexe sur les documents officiels, la capacité de porter plainte pour discrimination fondée sur le sexe dans l'emploi ou le droit de se marier. Greenberg fait état de la complexité et de la variété des décisions en matière d'assignation sexuelle pour chaque cas. La loi ne reconnaît pas de statut intersexuel. Bien que la loi autorise l'auto-identification de son sexe dans certains documents, dans la plupart des cas, les institutions juridiques continuent de fonder l'assignation du sexe sur les hypothèses traditionnelles selon lesquelles le sexe est binaire et peut être facilement déterminé en analysant les facteurs biologiques. Le travail de Julie Greenberg me permet de souligner une assumption importante dans le modèle proposé par Quijano. Ceci est important parce que le dimorphisme sexuel est une caractéristique majeure de ce que j'appelle le côté clair du système de genre moderne colonial. Ce qui était du côté obscur n'était pas nécessairement compris comme dimorphique. Les peurs sexuelles des colonisateurs les ont amenés à imaginer les peuples autochtones des Amériques comme des hermaphrodites ou des intersexués avec d'énormes pénis et des seins débordant de lait. Mais comme le montrent clairement Allen et d'autres, les individus intersexués étaient reconnus dans de nombreuses sociétés tribales avant la colonisation, sans être assimilés à la binarité sexuelle. Il est important de considérer les changements que la colonisation a amenés afin de comprendre la portée de l'organisation du sexe et du genre sous le colonialisme et dans le capitalisme mondial eurocentré. Si ce dernier n'a reconnu le dimorphisme sexuel que chez les hommes et les femmes blanches bourgeoises, il ne s'ensuit certainement pas que la division sexuelle repose sur la biologie. Les corrections cosmétiques et substantielles apportées à la biologie montrent très clairement que le genre est antérieur aux traits biologiques et leur donnent leur signification.
La naturalisation des différences sexuelles est un autre produit de l'usage moderne de la science que Quijano pointe pour le cas de la race. Il est important d'observer que toutes les traditions ne corrigent pas, ni ne normalisent, les personnes intersexuées. Ainsi, de même que pour d'autres caractéristiques présupposées, il convient de s'interroger sur la manière dont le dimorphisme sexuel a servi et sert la domination-exploitation capitaliste globale eurocentrée. Quand l'égalitarisme prend une forme non-genrée ou gynocentrique. Au moment où le capitalisme mondial eurocentré se constitua par la colonisation, des différentiels de genre furent introduits là où il n'y en avait pas. Oyeronke Oyewumi nous montre que le système sexuel oppressif qui fut imposé à la société Yoruba fit bien plus que transformer l'organisation de la reproduction. Son argument nous montre que la portée du système de genre imposé par le colonialisme englobe la subordination des femelles dans tous les aspects de la vie. Ainsi, la compréhension de Quijano de l'ampleur de la fabrication du genre dans le capitalisme mondial, eurocentré, est beaucoup trop étroite. Paula Gunn Allen affirme que de nombreuses tribus amérindiennes étaient matriarcales, reconnaissaient plus de 2 genres, une possibilité de 3e genre et l'homosexualité de manière positive, et comprenaient le genre en termes égalitaires plutôt que dans ceux de la subordination que le capitalisme eurocentré leur imposa. Elle nous permet de voir que la portée des différentiels de genre était beaucoup plus globale et qu'ils ne reposaient pas sur la biologie. Gunn Allen nous fait également toucher du doigt une construction du savoir et une approche de la réalité gynocentrique qui vont contre la production des savoirs de la modernité. Ce faisant, elle nous indique la voie d'une reconnaissance de la construction genrée de la connaissance dans la modernité, un autre aspect de la portée du genre caché par la description que fait Quijano des processus constitutifs de la colonialité du genre. L'égalitarisme non genré. Oyeronke Oyewumi, dans son ouvrage The Invention of Woman, questionne la validité du patriarcat en tant que catégorie transculturelle. Elle le fait, non pas en contrastant patriarcat et matriarcat, mais en affirmant que le genre n'était pas un principe organisateur dans la société yoruba avant la colonisation par l'Occident. Aucun système de genre n'était en place. En fait, elle nous dit que le genre est devenu important dans les études yoruba, non pas comme un artefact de la vie yoruba, mais parce que la vie yoruba, passée et présente, a été traduite en anglais pour correspondre au modèle occidental corps-raison. L'assomption selon laquelle la société yoruba incluait le genre comme principe d'organisation est un autre cas de dominance occidentale dans la documentation et l'interprétation du monde, facilitée par la dominance matérielle globale de l'Occident. Elle nous dit que les chercheurs trouvent toujours le genre quand ils le cherchent. La glose habituelle à propos des catégories yoruba Obinrin et Okunrin, en femelle femme et mâle homme, respectivement, est une erreur de traduction. Ces catégories ne sont ni opposées de façon binaire, ni hiérarchiques. Les préfixes Obin et Okun spécifient une variété d'anatomie. Oyewumi traduit les préfixes en se référant au mâle anatomique et à la femelle anatomique, abrégés en ana mâle et ana femelle. Il est important de noter qu'elle n'entend pas ces catégories comme opposées de manière binaire. Oyewumi comprend le genre, introduit par l'Occident, comme un outil de domination qui désigne 2 catégories sociales opposées et hiérarchisées. Femme, le terme du genre, n'est pas défini par la biologie, bien que le terme soit assigné aux ana femelles. Les femmes sont définies par rapport aux hommes, la norme. Les femmes sont celles qui n'ont pas de pénis, celles qui n'ont pas de pouvoir, celles qui ne peuvent pas participer dans l'arène publique. Rien de tout cela n'était vrai pour les ana femelles yoruba avant la colonisation. L'imposition du système étatique européen avec sa machinerie légale et bureaucratique est l'héritage le plus durable de la loi coloniale européenne en Afrique. L'une des traditions exportées en Afrique au cours de cette période
fut l'exclusion des femmes de la sphère publique coloniale nouvellement créée. Le processus même par lequel les femelles ont été catégorisées et réduites à femmes les a rendues inéligibles pour les rôles de direction. L'émergence des femmes en tant que catégorie identifiable, définie par leur anatomie et subordonnée aux hommes dans toutes les situations, fut en partie un résultat de l'imposition d'un État colonial patriarcal. Pour les femelles, la colonisation fut un double processus d'infériorisation raciale et de subordination de genre. La création de la catégorie femme fut une des toutes premières réalisations de l'État colonial. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait été impensable pour le gouvernement colonial de reconnaître les femmes dirigeantes parmi les peuples qu'il colonisait, comme les Yoruba. La transformation du pouvoir d'État en pouvoir de genre masculin fut accomplie notamment par l'exclusion des femelles des structures étatiques. Cela contrastait fortement avec l'organisation de l'État Yoruba, dans laquelle le pouvoir n'était pas déterminé par le genre. Oyewumi identifie deux processus cruciaux dans la colonisation. L'imposition de race avec l'infériorisation concomitante des Africains et l'infériorisation des Anafemelles. L'infériorisation des Anafemelles fut très étendue, allant de l'exclusion des rôles dirigeants à la perte de la propriété des terres en passant par d'autres domaines économiques importants. Oyewumi note que l'introduction du système de genre occidental a été acceptée par les hommes Yoruba, qui se sont donc associés à l'infériorisation des Anafemelles. Ainsi, lorsque nous pensons à l'indifférence des hommes non blancs face aux violences exercées contre des femmes non blanches, nous pouvons commencer à avoir une idée de la collaboration entre les Anamales et les coloniaux occidentaux à l'encontre des Anafemelles. Oyewumi indique clairement qu'hommes et femmes ont résisté au changement culturel à différents niveaux, car en Occident, le défi du féminisme est de savoir comment passer de la catégorie femme, saturée par le genre, à la plénitude d'une humanité non sexuée. Pour les Obinrin Yoruba, le défi est évidemment différent, car à certains niveaux de la société et dans certaines sphères, la notion d'humanité non sexuée n'est ni un rêve auquel aspirer, ni un souvenir à concrétiser. Elle existe, bien qu'en concaténation avec la réalité des sexes séparés et hiérarchisés, imposée pendant la période coloniale. Nous pouvons alors voir que la portée de la colonialité du genre est beaucoup trop étroite. Kirano prend pour donnée, lorsqu'il définit la portée du genre, la plupart des termes du côté clair, du système de genre moderne colonial hégémonique. Je suis sorti de la colonialité du genre afin de pouvoir penser ce qu'elle cache ou ne permet pas de prendre en considération. L'étendue même du système de genre, du capitalisme mondial eurocentré. Bien que je pense que la colonialité du genre, telle que l'a décrit Kirano de manière précise, nous montre des aspects très importants de l'intersection de la race et du genre, elle poursuit plutôt qu'elle ne révèle l'effacement des femmes colonisées de la plupart des domaines de la vie sociale. Elle facilite plutôt qu'elle n'interrompt la réduction produite par la domination de genre. Le rejet par Oyewumi de la perspective de genre pour caractériser l'infériorisation des Anafemelles dans la colonisation moderne montre clairement l'ampleur et la portée de cette infériorisation. Sa compréhension du genre comme construction capitaliste, coloniale, eurocentrée, est bien plus globale que celle de Kirano. Elle nous permet de voir l'infériorisation économique, politique, cognitive, ainsi que l'infériorisation des Anafemelles en ce qui concerne le contrôle de la reproduction. L'égalitarisme gynocratique. Attribuer à ce grand être la position de déesse de la fertilité est extrêmement humiliant. Cela banalise les tribus et banalise le pouvoir de la femme. En caractérisant de nombreuses tribus amérindiennes comme étant gynocratiques, Paula Gunn-Allen insiste sur le rôle central du spirituel dans tous les aspects de la vie indienne, et donc sur une intersubjectivité très différente de celle de la colonialité du savoir dans la modernité, à partir de laquelle la connaissance est produite. De nombreuses tribus amérindiennes pensaient que la principale puissance dans l'univers était féminine, et cette compréhension était centrale pour toutes les activités tribales. La vieille femme araignée, la femme maïs, la femme serpent, la femme pensée sont quelques-uns des noms de puissantes créatrices. Pour les tribus gynocratiques, la femme est au centre
et rien n'est sacré sans sa bénédiction, sa pensée. Remplacer cette pluralité spirituelle gynocratique par un être suprême masculin, comme le faisait le christianisme, était crucial pour soumettre les tribus. Allen suggère que faire passer les tribus indiennes d'égalitaristes et gynocratiques à hiérarchiques et patriarcales exige la réalisation de 4 objectifs. Premièrement, la primauté du féminin en tant que créateur est déplacée et remplacée par des créateurs de genre masculin, le plus souvent génériques. Deuxièmement, les institutions de gouvernement tribal et les philosophies qui en sont le fondement sont détruites, comme ce fut le cas chez les Iroquois et les Cherokees. Troisièmement, les personnes sont chassées de leurs terres, privées de leurs moyens économiques et contraintes de restreindre ou de mettre fin complètement aux objectifs dont dépendent leur système rituel, leur philosophie et leur subsistance. À présent tributaires des institutions blanches pour leur survie, les systèmes tribaux peuvent difficilement se permettre une gynocratie lorsque le patriarcat, c'est-à-dire la survie, requiert la dominance masculine. Quatrièmement, la structure du clan doit en fait être remplacée dans les faits, si ce n'est en théorie, par la famille nucléaire. Par ce stratagème, les femmes chefs de clan sont remplacées par des officiels masculins élus et le réseau psychique qui était formé et maintenu par la nature d'une organisation gynocentrique non autoritaire, fondée sur le respect de la diversité des dieux et des peuples, est totalement détruit. Ainsi, pour Allen, l'infériorisation des Indiennes est étroitement liée à la domination et à la transformation de la vie tribale. La destruction des gynocraties est cruciale pour la décimation des populations par la famine, la maladie et la perturbation de toutes les structures sociales, spirituelles et économiques. Le programme de dégynocratisation requiert un impressionnant contrôle de l'image et de l'information. Ainsi, la refonte de versions tribales archaïques de l'histoire, des coutumes, des institutions et des traditions orales accroît la probabilité que les versions révisionnistes patriarcales de la vie tribale, faussées ou simplement inventées par les non-indiens patriarcaux et des indiens patriarcaux, soient intégrées aux traditions spirituelles et populaires des tribus. Parmi les caractéristiques de la société indienne visée par la destruction, figurait la structure sociale complémentaire double. La conception du genre, la distribution économique qui suivait souvent le système de la réciprocité. Les 2 aspects de la structure sociale complémentaire comprenaient un chef interne femelle et un chef externe mâle. Le chef interne présidait la bande, le village ou la tribu, maintenait l'harmonie et administrait les affaires domestiques. Le chef rouge, mâle, présidait aux médiations entre la tribu et l'extérieur. Le genre n'était pas compris principalement en termes biologiques. La plupart des individus prenaient place dans les rôles tribaux de genre sur la base de leurs tendances, de leurs inclinations et de leur tempérament. Les Yuma avaient une tradition d'attribution du genre basée sur les rêves. Une femelle qui rêvait d'armes devenait un homme dans tous les domaines pratiques. Comme Oyewumi, Gun Allen s'intéresse à la collaboration entre certains hommes indiens et certains blancs pour saper le pouvoir des femmes. Il est important que nous réfléchissions à ces collaborations en nous rappelant l'indifférence face aux luttes des femmes dans les communautés racialisées contre de multiples formes de violence à leur égard et contre les communautés. Le colonisateur blanc a construit une force puissante à l'intérieur des communautés, en cooptant les hommes colonisés dans des rôles patriarcaux. Gun Allen détaille les transformations des gynocraties iroquoises et cherokees et le rôle des hommes indiens dans le passage au patriarcat. Les Britanniques ont emmené les hommes cherokees en Angleterre et leur ont donné une éducation à la mode anglaise. Ces hommes ont joué un rôle à l'époque de la loi sur la déportation des Indiens. Dans une tentative d'éviter la déportation, les Cherokees du début du XIXe siècle, sous la direction d'hommes comme Elias Boudinot, le Major Ridge et John Ross, ont rédigé une constitution qui privait les femmes et les Noirs de leurs droits. Conçue sur le modèle de la Constitution des États-Unis dont ils tentaient de gagner les faveurs, et conjointement avec des chrétiens sympathisants de la cause Cherokee, la nouvelle Constitution Cherokee a relégué les femmes au rang de biens meubles.
Les femmes Cherokees avaient le pouvoir de faire la guerre, de décider du sort des captifs, de parler au Conseil des hommes. Elles avaient le droit d'intervenir dans les décisions et politiques publiques, le droit de choisir avec qui, et si elles devaient se marier, le droit de porter les armes. Le Conseil des femmes était puissant sur le plan politique et spirituel. Les femmes Cherokees perdirent tous ces pouvoirs et ces droits quand les Cherokees furent déportés et les arrangements patriarcaux introduits. Les Iroquois passèrent d'un peuple matricentré et fondé sur les droits des mères, politiquement organisé sous l'autorité des matrones, à une société patriarcale lorsque les Iroquois devinrent un peuple assujetti. Cet exploit fut accompli avec la collaboration de Handsome Lake et de ses partisans. Selon Allen, beaucoup de tribus étaient gynocratiques, parmi lesquelles les Susquehanna, les Hurons, les Iroquois, les Cherokees, les Pueblos, les Navajos, les Narragansetts, les Algonquins de la côte, les Montagnais. Elle nous dit également que parmi les 88 tribus qui reconnaissaient l'homosexualité, celles qui reconnaissaient les homosexuels en termes positifs comprenaient les Apaches, les Navajos, les Winnebago, les Cheyennes, les Pima, les Crocs, les Shoshones, les Paiutes, les Osage, les Acoma, les Zuni, les Sioux, les Choctaws, les Creeks, les Séminoles, les Illinois, les Moraves, les Shasta, les Aleutes, les Sacs et les Fox, les Iowa, les Kansas, les Yuma, les Aztèques, les Tlingits, les Mayas, les Naskapi, les Ponca, les Maricopa, les Lamat, les Kino, les Yuki, les Chilula et les Kamia. 20 de ces tribus faisaient des références spécifiques au lesbianisme. Michael G. Horswell commente utilement l'utilisation de l'expression troisième genre. Il dit que le troisième genre ne signifie pas qu'il y ait trois genres. C'est plutôt une façon de rompre avec la bipolarité du sexe et du genre. Le tiers est emblématique d'autres combinaisons possibles que celles issues du dimorphique. Le terme berdache est parfois utilisé pour désigner le troisième genre. Horswell nous dit que les berdaches mâles ont été documentés dans près de 150 sociétés nord-américaines et les bernaches femelles dans au moins la moitié de ces 150 groupes. Il fait également remarquer que la sodomie, y compris la sodomie rituelle, a été enregistrée dans les sociétés andines et dans de nombreuses autres sociétés autochtones des Amériques. Les Nahua et les Mayas réservaient également un rôle à la sodomie ritualisée. Il est intéressant de noter que Sigal nous dit que les Espagnols considéraient la sodomie comme un péché, mais que la loi espagnole condamnait le partenaire actif de la sodomie à une sanction pénale, pas le passif. Dans la culture populaire espagnole, la sodomie fut racialisée en liant la pratique aux morts et à mesure que le partenaire passif commençait à être condamné, car considéré comme équivalent à un mort. Les soldats espagnols étaient perçus comme des partenaires actifs et les morts passifs. Le travail d'Allen nous permet non seulement de voir à quel point la conception du genre de Quijano est étroite en termes d'organisation de l'économie et de l'autorité collective, mais combien la production de connaissances, la conception même de la réalité à tous les niveaux, est genrée. Allen permet aussi la remise en question de la biologie dans la construction des différences de genre et introduit l'importante question des rôles de genre choisis et rêvés. Surtout, Allen nous montre également que l'hétérosexualité caractéristique de la construction moderne coloniale des relations de genre est produite, construite de façon mythique. Mais l'hétérosexualité n'est pas seulement biologisée de manière fictive, elle est également obligatoire et imprègne l'ensemble de la colonialité du genre, dans le sens renouvelé, plus vaste, que nous lui avons donné. En ce sens, le capitalisme global eurocentré est hétérosexualiste. Je pense qu'il est important de voir, alors que nous comprenons la profondeur et la force de la violence de la production des aspects clairs et obscurs du système de genre moderne colonial, que cette hétérosexualité a été systématiquement perverse, violente, dégradante, faisant des personnes des animaux et faisant des femmes blanches des reproductrices de la race et de la classe. Les travaux de Horswell et Sigal complètent ceux d'Allen, en particulier pour comprendre la présence de la sodomie et de l'homosexualité masculine dans les communautés d'Amérique coloniale et précoloniale.
Le système de genre moderne colonial. Comprendre la place du genre dans les sociétés précoloniales est essentiel pour saisir la nature et l'ampleur des changements dans la structure sociale imposée par les processus constitutifs du capitalisme moderne colonial eurocentré. Ces changements furent introduits par des processus lents, discontinus et hétérogènes qui infériorisèrent violemment les femmes colonisées. Le système de genre mis en place était largement façonné par la colonialité du pouvoir. Comprendre la place du genre dans les sociétés précoloniales est également essentiel pour mesurer l'étendue et l'importance du système du genre dans la désintégration des relations communales, des relations égalitaires, de la pensée rituelle, de la prise de décision collective, de l'autorité collective et des économies. Et ainsi, comprendre à quel point l'imposition de ce système de genre était aussi constitutive de la colonialité du pouvoir que la colonialité du pouvoir le constituait. La logique de la relation entre les deux est celle d'une constitution mutuelle. Mais il devrait être clair maintenant que le système de genre colonial moderne ne peut exister sans la colonialité du pouvoir, car classer la population en termes de race est une de ces conditions nécessaires de possibilité. Pour saisir la portée du système de genre du capitalisme global eurocentré, il faut comprendre à quel point le processus même de réduction du concept de genre au contrôle du sexe, de ses ressources et de ses produits, constitue une domination de genre. Pour comprendre cette réduction et l'entrelacement mutuel entre la racialisation et le processus de genrisation, il est important de se demander si les arrangements sociaux antérieurs à la colonisation concernant les sexes leur donnaient un sens différentiel dans tous les domaines de l'existence. Cela nous permet de voir si le contrôle sur le travail, la subjectivité-intersubjectivité, l'autorité collective, le sexe, les domaines d'existence de Kérano, étaient eux-mêmes genrés. En tenant compte de la colonialité du pouvoir, je pense que nous pouvons également dire que le fait d'avoir un côté obscur et un côté clair caractérise la construction de la colonialité du pouvoir et du système de genre moderne colonial. Pour comprendre la portée, la profondeur et les caractéristiques du système de genre moderne colonial, il est essentiel de considérer de manière critique à la fois le dimorphisme biologique et la position selon laquelle le genre construit socialement le sexe biologique. On sent bien que la réduction du genre au domaine privé, au contrôle sur le sexe, ses ressources et ses produits, est une question d'idéologie, de production cognitive de la modernité qui comprenait la race comme genrée et le genre comme racisé de manière particulièrement différentielle pour les Européens blancs et les peuples colonisés non blancs. La race n'est pas plus mythique ni plus fictive que le genre. Les deux sont de puissantes fictions. Au cours du développement des féminismes du XXe siècle, le lien entre le genre, la classe et l'hétérosexualité conçue comme racialisée n'a pas été explicité. Ce féminisme fondait sa lutte et ses façons de produire connaissances et théories sur l'opposition à une caractérisation de la femme comme être fragile, faible de corps et d'esprit, isolée dans la sphère privée et sexuellement passive. Mais cela n'a pas amené à prendre conscience que ces caractéristiques ne construisaient que la féminité bourgeoise blanche. En effet, en partant de cette caractérisation, les féministes bourgeoises blanches théorisèrent la féminité blanche comme si toutes les femmes étaient blanches. Dans l'histoire de ce féminisme, seules les femmes bourgeoises blanches ont vraiment compté comme femmes, au sens occidental. Les femelles exclues de cette description n'étaient pas simplement leurs subordonnées, elles étaient également considérées comme des animaux, dans un sens allant au-delà de l'identification des femmes blanches à la nature, aux nourrissons et aux petits animaux. Elles ont été comprises comme des animaux, au sens profond de sans genre, sexuellement marquées en tant que femelles, mais sans les caractéristiques de la féminité. Les femmes racialisées comme inférieures furent transformées d'animales en diverses versions de femmes, variant au gré des processus du capitalisme mondial eurocentré. Ainsi, le viol hétérosexuel de femmes indiennes, d'esclaves africaines, coexistait avec le concubinage ainsi qu'avec l'imposition de la conception hétérosexuelle des relations de genre chez les colonisés, au moment et de la façon dont cela convenait au capitalisme mondial eurocentré et à la domination hétérosexuelle envers les femmes blanches.
Cependant, il ressort clairement des travaux d'Eyehumi et d'Allen qu'il n'y a pas eu d'extension du statut de femme blanche aux femmes colonisées, même lorsque ces dernières furent changées en imitation de femmes bourgeoises blanches. Les femelles colonisées obtinrent le statut genré inférieur de femme, sans aucun des privilèges qui accompagnaient ce statut pour les femmes bourgeoises blanches. Cependant, l'histoire présentée par Oyewumi et Allen devrait rendre évident, pour les femmes blanches bourgeoises, que leur statut est nettement inférieur à celui qu'avaient les femmes autochtones américaines et les femmes Yoruba avant la colonisation. Oyewumi et Allen mettent en évidence également que la conception égalitaire de la relation entre ana femelle, ana mâle et troisième genre n'a quitté ni l'imagination ni les pratiques des autochtones américains et des Yoruba. Mais cela relève de la résistance à la domination. En effaçant toute histoire, y compris orale, de la relation des femmes blanches aux femmes non blanches, le féminisme blanc a confondu femmes blanches et femmes. Même si les femmes bourgeoises blanches, historiquement, comme à l'époque contemporaine, ont toujours su parfaitement bien s'orienter dans une organisation de la vie qui les exposait à un traitement très différent de celui des femmes non blanches ou de la classe ouvrière. La lutte féministe blanche devint une lutte contre les positions, rôles, stéréotypes, traits et désirs imposés par la subordination des femmes bourgeoises blanches. Nulle autre oppression de genre ne fut prise en compte. Elle comprenait les femmes comme habitant des corps blancs, mais elles n'allèrent pas jusqu'à formuler ou prendre clairement conscience de cette qualification raciale. C'est-à-dire qu'elles ne comprirent pas en termes intersectionnels, comme situées à l'intersection de la race, du genre et d'autres marqueurs imposés de sujétion ou de domination. Comme elles ne percevaient pas ces différences profondes, elles ne voyaient pas la nécessité de créer des coalitions. Elles présumaient une sororité, un lien fourni d'emblée avec la sujétion de genre. Historiquement, la caractérisation des femmes blanches européennes comme fragiles et sexuellement passives les opposait aux femmes colonisées non blanches, y compris les femmes esclaves, qui étaient décrites suivant tout un éventail d'agressivité sexuelle et de perversion, comme assez fortes pour effectuer n'importe quel type de travail. La description qui suit des femmes esclaves et du travail d'esclaves dans le sud des États-Unis indique clairement que les femmes esclaves africaines n'étaient considérées ni comme fragiles, ni faibles. D'abord arrivèrent, dirigées par un vieux chauffeur muni d'un fouet, 40 femmes parmi les plus fortes et les plus grandes que j'ai jamais vues ensemble. Elles portaient toute une simple robe d'uniforme, en toile bleuâtre à carreaux, les jupes atteignant juste le dessous du genou. Leurs jambes et leurs pieds étaient nus. Elles avançaient fièrement, chacun portant une houe sur l'épaule, et marchant d'un mouvement libre et puissant, comme des chasseurs en marche. Derrière venait la cavalerie, 30 personnes fort robustes, pour la plupart des hommes, mais également des femmes, dont 2 chevauchaient des mulets de labour. Un surveillant blanc, mince et vigilant, sur un poney nerveux, fermait la marche. Les mains doivent être dans le champ de coton aussitôt qu'il fait jour le matin, et à l'exception de 10 ou 15 minutes qui leur sont données à midi pour avaler leur ration de lard froid, elles ne sont pas autorisées à avoir un seul moment inoccupé, jusqu'à ce qu'il fasse trop sombre pour voir, et quand la lune est pleine, elles travaillent souvent jusqu'au milieu de la nuit. Takaki. Patricia Hill Collins éclaire crûment la signification de la conception dominante des femmes noires comme sexuellement agressives et de la genèse de ce stéréotype dans l'esclavage. La figure de Jézabel a été créée sous l'esclavage lorsque les femmes noires ont été décrites comme étant, pour employer les mots de Jewel Gomez, des nourrices sexuellement agressives. La fonction de Jézabel était de reléguer toutes les femmes noires dans la catégorie des femmes sexuellement agressives, fournissant ainsi une justification puissante aux agressions sexuelles généralisées perpétrées par des hommes blancs, généralement rapportées par les femmes esclaves noires. Jézabel remplissait encore une autre fonction. Si les femmes esclaves noires pouvaient être décrites comme ayant un appétit sexuel excessif, alors une fertilité accrue devrait être le résultat attendu. En supprimant le soutien nourricier que les femmes africaines américaines pourraient donner à leurs propres enfants, ce qui renforcerait les réseaux de la famille noire, et en forçant les femmes noires à travailler dans les champs, à prendre soin en nourrices des enfants blancs et à nourrir émotionnellement leurs propriétaires blancs, les propriétaires d'esclaves ont efficacement relié l'image contrôlante de Jézabel et de Mamie
à l'exploitation économique inhérente à l'institution de l'esclavage. Hill Collins. Mais ce ne sont pas seulement les femmes esclaves noires qui ont été placées hors du champ de la féminité bourgeoise blanche. Dans Imperial Leather, Anne McClintock, 1995, en nous racontant que Colomb décrivait la Terre comme une poitrine de femme, évoque la longue tradition du voyage masculin comme érotique du rapt. Pendant des siècles, les continents incertains, l'Afrique, les Amériques, l'Asie, ont été dépeints dans les traditions européennes comme libidineusement érotisés. Les récits de voyageurs regorgeaient de visions de la sexualité monstrueuse des contrées lointaines, où d'après la légende, des hommes portaient un pénis gigantesque et des femmes fréquentaient des singes, où les seins d'hommes efféminés débordaient de lait et où des femmes militarisées tranchaient les leurs. Dans cette tradition du porno tropical, les femmes figuraient dans l'épitomée de l'aberration et des excès sexuels. Le folklore les voyait, plus encore que les hommes, comme livrées à une débauche lascive si pleine de promiscuité qu'elle frisait la bestialité. McClintock décrit la scène coloniale représentée dans un dessin, daté de 1575 environ, dans lequel Jan van der Straet décrit la découverte de l'Amérique comme une rencontre érotisée entre un homme et une femme. Tirée de sa langueur sensuelle, par le nouveau venu entouré d'un halo épique, la femme indigène tend une main invitante, insinuant le sexe et la soumission. Vespucci, l'apparition divine, est destinée à l'inséminer avec ses semences masculines de civilisation, à faire fructifier la terre sauvage et à réprimer les scènes de cannibalisme à l'arrière-plan. Les cannibales semblent être des femmes et sont en train de rôtir une jambe humaine. Au XIXe siècle, McClintock nous dit que la pureté sexuelle a émergé en tant que métaphore visant à contrôler le pouvoir racial, économique et politique. Avec le développement de la théorie de l'évolution, des critères anatomiques ont été recherchés pour déterminer la position relative des races dans les lignées humaines. L'anglais de classe moyenne se situait au pinacle de la hiérarchie de l'évolution. Suivaient les femmes blanches anglaises de classe moyenne. Les domestiques, les femmes ouvrières des mines et les prostituées de la classe ouvrière étaient placées au seuil entre les races noires et blanches. Yen Le Spiritu, 1997, nous dit que les représentations du genre et de la sexualité jouent un rôle important dans l'articulation du racisme. Les normes de genre aux États-Unis sont fondées sur les expériences des hommes et des femmes de la classe moyenne d'origine européenne. Ces normes de genre, construites et recentrées, constituent un horizon d'attente pour les hommes et les femmes de couleur américaine. Attente que le racisme les empêche souvent de réaliser. En général, les hommes de couleur ne sont pas considérés comme le protecteur, mais plutôt comme l'agresseur, une menace pour les femmes blanches. Et les femmes de couleur sont perçues comme hypersexualisées, et par conséquent, ne méritant pas la protection sociale et sexuelle accordée aux femmes blanches de la classe moyenne. Pour les hommes et les femmes asiatiques américains, leur exclusion des notions culturelles du masculin et du féminin fondées sur la couleur blanche a pris des formes apparemment contrastées. Les hommes asiatiques ont été présentés à la fois comme hypermasculins, le péril jaune, et efféminés, la minorité modèle. Et les femmes asiatiques ont été rendues à la fois super féminines, la poupée chinoise, et castratrices, la dragonne. Ce système de genre se fige à mesure que les projets coloniaux d'Europe avancent. Il commence à prendre forme au cours des aventures coloniales espagnoles et portugaises et s'épanouit à la fin de la modernité. Le système de genre possède un côté visible, clair, et un côté occulte, obscur. Le côté clair construit le genre, et les relations de genre en alliés hégémoniques. Il ordonne seulement la vie des hommes et des femmes bourgeoises blanches et constitue le sens moderne colonial d'homme et femme. La pureté sexuelle et la passivité sont des caractéristiques cruciales des femmes bourgeoises blanches, qui reproduisent la classe, le colonial et le statut racial des hommes blancs, bourgeois. Mais également important est le bannissement des femmes bourgeoises blanches de la sphère de l'autorité collective, de la production du savoir et de l'essentiel du contrôle des moyens de production.
La faiblesse de l'esprit et du corps sont importantes dans la réduction et l'isolement des femmes bourgeoises blanches de la plupart des domaines de la vie, de la plupart des domaines de l'existence humaine. Le système de genre est hétérosexualiste, car l'hétérosexualité imprègne le contrôle patriarcal racialisé sur la production, y compris la production de connaissances et sur l'autorité collective. L'hétérosexualité est à la fois obligatoire et perverse dans la bourgeoisie blanche, dans la mesure où cet arrangement porte gravement atteinte au pouvoir et aux droits des bourgeoises blanches, et où il sert à reproduire le contrôle de la production. Les femmes bourgeoises blanches se voient poussées dans cette situation d'amoindrissement par un accès sexuel contrôlé. Le côté obscur du système de genre était et reste absolument violent. Nous venons de commencer à voir les importantes restrictions imposées aux anamales et aux anafemelles, ainsi qu'au troisième sexe, en ce qui concerne leur participation commune aux rituels, aux prises de décision et à l'économie. Leur réduction à l'animalité, aux rapports sexuels forcés avec les colonisateurs blancs, et à une exploitation par le travail si profonde que beaucoup mouraient en travaillant. Quijano nous dit « Le génocide massif des Indiens des premières décennies de la colonisation n'a pas été causé, pour l'essentiel, par la violence de la conquête, ni par les maladies que portaient les conquérants. Il était plutôt dû au fait que les Indiens étaient utilisés comme main-d'œuvre jetable, obligés de travailler jusqu'à la mort. » Je veux souligner le lien entre le travail de féministe que je cite ici, en présentant le côté obscur du système du genre colonial moderne et la colonialité du pouvoir de Quijano. Contrairement aux féministes blanches qui ne se sont pas concentrées sur le colonialisme, ces théoriciennes voient très bien la construction différentielle du genre en fonction de lignes raciales. Dans une certaine mesure, ces théoriciennes comprennent le genre dans un sens plus large que celui de Quijano, car elles ne pensent pas seulement le sexe, ses ressources et ses produits, mais aussi le travail comme étant à la fois racialisé et genré. C'est-à-dire qu'elles voient une articulation entre le travail, le sexe et la colonialité du pouvoir. Oyewumi et Allen nous aident à réaliser toute la portée du système de genre moderne colonial dans la construction de l'autorité collective, dans tous les aspects de la relation capital-travail et dans la construction de la connaissance. Un travail important a déjà été réalisé et doit être poursuivi afin de détailler les côtés sombres et clairs de ce que j'appelle le système de genre moderne colonial. En présentant ces arrangements à grands traits, je veux engager une discussion, un projet de recherche et d'éducation populaire collaboratif, participatif, pour commencer à voir dans ces détails et sur la longue durée le sens des processus du système colonial de genre, enchevêtré avec la colonialité du pouvoir dans le présent, afin de démasquer la collaboration et de nous appeler mutuellement à la rejeter sous ses diverses formes lorsque nous réaffirmons notre attachement et l'intégrité communautaire dans une direction libératrice. Nous devons comprendre l'organisation du social afin de rendre visible notre collaboration avec la violence de genre racialisée systémique, afin de parvenir à la reconnaître sans hésitation dans nos cartographies du réel.